Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au pays de l'Europois et pays de l'Étampois. Nous sommes ce soir au niveau du bureau du syndicat Gilets jaunes avec notre collègue Gilets jaunes, chirurgien et membre du collectif des professionnels de santé pour le bien commun. Et très gentiment, le syndicat Gilets jaunes nous a accueillis. Bonsoir citoyens. Bonsoir. Alors, votre collectif, le collectif des professionnels de santé pour le bien commun, on est très loin des médecins de plateau TV et des conflits d'intérêts. Oui, assez, oui. Assez. Et donc, il y a des chirurgiens comme toi, il y a des aides-soignantes, il y a des Oui, infirmières. toute profession de santé confondue, en fait. Hein. Oui, Et alors, votre collectif a combien de temps et qu'est-ce que vous y faites et où est-ce que vous en êtes actuellement? Et pourquoi vous êtes au syndicat Gilets jaunes aujourd'hui? oui, ben, je vais commencer par la dernière question. En fait, on est en contact avec le syndicat Gilets jaunes parce que c'est tout simplement le seul syndicat qui, cet été, avec la loi du 5 août, qui a rendu obligatoire la vaccination pour les professionnels de santé, c'est le seul syndicat qui s'est vraiment positionné contre cette loi, contrairement globalement à tous les autres syndicats, alors qu'il y a énormément de raisons pour contester la validité et même la légalité finalement, en tout cas la validité de cette loi, puisque on sait maintenant tous que ces vaccins sont expérimentaux. Et donc à partir de là, il doit y avoir un consentement, en fait, hein, un consentement éclairé de tous, y compris des professionnels de santé. Voilà, donc ça c'est pour expliquer pourquoi est-ce que on se retrouve ici aujourd'hui. Je peux en fait vous dire que au niveau du collectif, on est sur plusieurs dossiers en ce moment. On travaille au sein des différents groupes du collectif sur un dossier qui va devenir extrêmement important, c'est l'espace numérique de santé. Donc peu de gens ont entendu parler jusqu'à maintenant, mais ça va devenir très important d'en parler très vite. Je vais essayer de dire pourquoi. On travaille également sur le problème de cette fameuse dette des hôpitaux, qui est vraiment à l'origine d'énormément de contraintes qu'on subit au niveau du milieu hospitalier et puis de la santé en général. Et puis, je pourrais dire un mot un petit peu sur la situation des soignants là en ce début d'année, notamment dans les hôpitaux, puisque la situation est assez critique en fait. Hein. Voilà, si tu Alors, veux. moi, j'ai juste une question. On commence à entendre parler de cet espace numérique de santé. Oui, Euh, Tous vos travaux, vous avez une chaîne Telegram, une chaîne YouTube et une page Facebook. Donc, pour aller soit vous donner un coup de main là-dessus ou se tenir au courant, on va mettre les liens en post-prod. d'accord, très bien. On va simplement modifier la description de la vidéo en mettant les liens du D'accord. collectif sur YouTube, Telegram et Facebook. Très bien, très bien. Pour ce travail qui n'est pas terminé, donc pour l'instant on n'a pas encore publié de vidéo, mais ça ne saurait tarder, hein, ça va être au mois de janvier. Euh, Ce qu'il faut savoir sur cet espace numérique de santé, c'est qu'il y a une décision qui est prise d'ouvrir un espace pour chaque personne en France, dans lequel figureront globalement toutes les données personnelles de santé. Cet espace qui est censé être géré par le ministère de la Santé, supervisé par le ministère de la Santé, qui en garantit la sécurité, et puis également la CNAM. Encore faut-il avoir confiance dans ces institutions. C'est un peu tout le problème, c'est-à-dire que il va y avoir donc de la data sur l'ensemble de la population. Et c'est vrai que quand on rentre dans le détail, on se rend compte que bah, y a un certain nombre de situations où d'ores et déjà la CNAM et le ministère de la Santé ont expliqué par exemple qu'ils ne pourraient pas assurer les conséquences en cas de problème sur le réseau Internet, etc., etc. Il y a toute une liste. Tout ça, toutes ces infos, elles partent sur le cloud. Et on ne sait pas où Ah est-ce que oui, ça se balade. c'est tout le problème, c'est tout le problème.
le problème de cybersécurité. À partir du moment où on donne une masse d'informations telles que les données de santé de l'ensemble de la population française, là c'est vraiment un problème qui est très lourd, très grave. Or, là il y a quelque chose qui nous gêne beaucoup et sur lequel on va alerter, c'est que cet espace va être créé, en fait, il commence à être créé dès le mois de janvier 2022 pour chaque personne en France. Et en fait, chaque personne qui recevra l'information par courrier ou par mail aura 6 semaines pour éventuellement soit accepter, soit refuser. Au-delà de ce délai, en fait, son espace sera ouvert et sera abondé d'informations. Donc, c'est très important qu'on soit tous conscients que cette fois-ci, on ne va pas véritablement nous demander de faire une démarche d'ouverture. En fait, l'ouverture va se faire de façon automatique, sauf si on entreprend la démarche de dire non, de s'y opposer. Voilà. Donc, ça me paraît, ça nous a paru une information qui est très importante à diffuser parce que il est normal qu'on garde la main sur nos propres informations de santé et puis sur la question, est-on d'accord pour qu'elles soient numérisées et qu'elles soient donc stockées, on ne sait pas très bien où, Et par vendu à qui, qui? enfin, Et vendu à qui, hein? voilà, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions. Donc, on travaille sur ce dossier-là en ce moment. On est en train de le finir. Et voilà, c'est pour donner un exemple des travaux qu'on fait au sein de ce collectif. Globalement, on essaye de réfléchir surtout sur les problématiques de fond. Et puis, quand il faut, d'alerter sur des choses qui nous paraissent pas convenables. J'ai oublié de dire quelque chose quand même, c'est que quand tu faisais allusion au plateau télévision et aux gens qui s'expriment dessus, bon, au niveau du collectif, l'ensemble des membres, tous les membres sont sans conflit d'intérêt. Voilà, je peux le dire. Le deuxième gros sujet sur lequel vous bossez, c'est l'escroquerie de la dette des hôpitaux. Effectivement, là aussi, c'est un dossier extrêmement lourd. L'un des groupes du collectif travaille depuis un moment pour essayer de comprendre finalement d'où vient cette dette, parce que c'est quand même au nom de la dette, c'est-à-dire sur la pression qui est mise sur chaque hôpital, sur chaque équipe, vient quand même de la nécessité du retour à l'équilibre. Comme on dit, c'est le jargon un peu qui est utilisé dans nos structures de soins. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte, c'est assez hallucinant ce qu'on découvre, on se rend compte que l'endettement des hôpitaux publics, je vais parler que des hôpitaux publics ici, a littéralement explosé en une trentaine d'années, et qu'en fait, il s'est produit dans les hôpitaux publics la même chose qui s'est produit au niveau, par exemple, de la dette souveraine de l'État, c'est-à-dire qu'à un moment, les règles du jeu ont changé, et les hôpitaux ont dû emprunter, lorsqu'ils avaient besoin d'emprunter pour investir, auprès des banques privées, et donc à taux d'intérêt. Avec même une longue période où les prêts ont été faits à taux variable. Et ça a été une situation absolument, ça a donné lieu à une situation absolument catastrophique, c'est-à-dire une explosion de la dette des hôpitaux, qui fait que les hôpitaux maintenant sont, comme l'État français, en train d'essayer de rembourser les intérêts de la dette. Et donc là où il y a une très très grosse arnaque, c'est que on se rend compte que quand on calcule d'un côté ce qui a été emprunté par les hôpitaux en 30 ans, et quand on calcule de l'autre côté ce que les hôpitaux ont remboursé, on se rend compte que en fait, les hôpitaux ont à peu près remboursé la totalité de ce qu'ils ont emprunté. Or, la dette a explosé. Et là, la dette, elle est maintenant d'1 milliard d'euros de 30 milliards d'euros. Et donc, l'intérêt de la dette, tous les ans à rembourser, est de l'ordre d'1 milliard d'euros. Et elle est remboursée au secteur privé. Donc, on parle bien d'argent public, quand même. C'est assez hallucinant. Et on parle de pression sur le personnel hospitalier par le travail au profit, etc., de rentabilité, c'est ce que disait Castex dès 2005.
Et l'affaire, c'est que là, on voit ce que c'est que l'esclavage par la dette. C'est que tu n'arriveras jamais à la rembourser, la dette. Ben oui. Et là, ça nous met la question, mais pour les hôpitaux publics, mais aussi pour la dette des collectivités, mais la dette de l'État, etc. Mort à la dette ou pas? Est-ce que nous, toi, le voisin, ton père, ta mère, ton frère, est-ce que vous avez été consultés par ça? Est-ce que le peuple est souverain? Est-ce qu'on a voté là-dessus? Est-ce qu'on a été d'accord pour s'endetter? Rien de tout ça. Rien de tout ça. Et en fait, ça nous paraît très très important que on diffuse cette information et ces données-là qui sont complètement ignorées dans le milieu de la santé sur le fait que la dette avec laquelle on va orienter nos pratiques et les nouvelles orientations de l'hôpital et donc de la médecine en général, en fait, cette dette-là a été artificiellement créée. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait eu un système plus sain avec du véritable argent public et un remboursement sans intérêt, nous ne serions pas endettés. Cette dette n'existerait pas. Donc c'est une véritable escroquerie en fait, hein, cette histoire d'endettement des hôpitaux. À qui profite le crime, si ce n'est aux banques privées qui endettent les États, financent les médias C'est oligarchiques? difficile de répondre, mais en tout cas, le résultat, c'est que c'est un levier extraordinaire qui est utilisé pour orienter la médecine dans une direction ou dans une autre. Là, actuellement, toute la recherche, en fait, est conditionnée par les financements privés parce que la recherche publique n'a plus de sous, etc., etc. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises maintenant, le facteur numéro un, c'est l'enjeu financier du rétablissement, enfin euh, Mettre les comptes à l'équilibre, mais ils ne voilà, pourront voilà, pas du être à retour à l'équilibre. l'équilibre. Voilà. Voilà. Donc c'est un jeu de dupes et il serait temps que les gens comprennent en fait que les règles du jeu ont été pipées. Et pour ça, il y a besoin de donner quand même quelques explications, des explications factuelles. Donc c'est le travail qu'on est en train de faire et qui est sur le point d'être finalisé, que vous retrouverez justement sur les différentes chaînes sous la forme d'une vidéo. Hein. Donc c'est assez simple euh, à, voilà, d'accès. Super, bah, on va aller jeter un œil sur tout ça. Et au niveau de la situation actuelle dans les hôpitaux, parce que là, début d'année, bonne résolution, on va dire, comment ça se passe? Situation très difficile. Je pense que tout le monde en a conscience puisque il y a. Alors, je vais. Il y aurait plein de choses à aborder. En fait, je vais me contenter d'une information qui est très importante, qui est peut-être pas assez connue aujourd'hui. Alors, vous vous rappelez que avec la loi du 5 août, euh, il y a eu un certain nombre de professionnels de santé qui ont été suspendus pour non-respect de cette loi, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas accepté d'être vaccinés sont donc suspendus. Ce qui correspond à un nombre quand même assez conséquent de personnes. Et j'ajouterais les personnes qui sont depuis le mois de septembre en arrêt maladie parce qu'ils ne vont pas bien et notamment pour certains parce qu'ils ont un vrai dilemme avec cette obligation vaccinale. Donc, ce qui fait que l'ensemble des équipes qui étaient déjà en difficulté partout, on ne va pas refaire l'histoire de ces dernières années, notamment de ces 2 dernières années, se retrouvent avec des effectifs en moins. Et là, qu'est-ce qui s'est passé au début du mois de janvier? Il y a une directive ministérielle et une directive de la Direction générale de la santé, de la DGS, du 2 janvier 2022, qui modifie les règles d'arrêt de travail pour les professionnels de santé qui sont touchés par le Covid. Et donc, en substance, qu'est-ce qui a marqué dans ces deux directives? Eh bien, les professionnels de santé qui sont Covid positifs et qui sont non symptomatiques ou peu symptomatiques, c'est-à-dire en gros, selon leur définition, qui n'ont pas de signes respiratoires, eh bien, ce personnel de santé est en train de venir travailler.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement grave, dans le sens que, finalement, vis-à-vis de ces professionnels de santé, premièrement, ils sont malades, mais ils ne sont pas en droit de s'arrêter, de se reposer. Donc on les fait travailler dans des conditions qui sont loin d'être idéales. En plus de ça, ils savent qu'ils sont contaminants, c'est-à-dire qu'ils sont contagieux. Et donc, ça leur met une pression supplémentaire qui est qu'ils risquent de contaminer les patients ou leurs collègues, puisqu'ils sont positifs. Et en même temps, pendant ce temps-là, en même temps de... Putain, des microns. En même temps, tous les personnels qui sont suspendus parce qu'ils n'ont pas accepté cette vaccination, qui eux ne sont pas malades et qui sont prêts à venir travailler avec un test négatif, et donc qui ne sont pas contagieux, ceux-là sont maintenus suspendus. Oui, mais ils ont refusé de se soumettre à l'injonction de la thérapie génique expérimentale. Ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à une situation totalement aberrante, qui est que pour protéger la population, on a demandé aux professionnels de santé de se vacciner, c'était le discours officiel. On a suspendu les professionnels qui n'ont pas accepté, mais qui ne sont pas malades, pas dangereux, pas contaminants et prêts à faire un test pour venir travailler, chaque jour qu'ils viendront travailler. Mais en même temps, ce fameux en même temps, là on autorise des professionnels de santé malades, positifs, contagieux à venir travailler. Donc là on est dans une situation, c'est une aberration sans nom. Et ça passe depuis le 2 janvier. Il faut que les gens sachent que quand ils vont à l'hôpital, ils peuvent être en contact avec des professionnels de santé qui sont positifs, qui ne sont pas forcément dans le meilleur état physique ou psychologique pour travailler et qui sont potentiellement contagieux pour eux. Mais vaccinés. Mais vaccinés. Donc heureusement pour Pfizer et ses bénéfices. Voilà, donc ça résume un petit peu la situation aberrante dans laquelle on est et la situation de tension, parce que évidemment, si le ministère a pondu cette directive, c'est parce que les équipes sont en train de craquer. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'arrêts maladie, beaucoup dans certains secteurs des services ferment, dans d'autres secteurs des lits d'hospitalisation ferment, c'est-à-dire qu'on va avoir une réduction de 18 à 12 lits, de 12 à 8 lits, etc. Donc c'est évidemment pour cette raison-là que ces notes de service ont été pendues, mais simplement on n'est pas allé rappeler les professionnels suspendus qui, eux, ne sont pas forcément malades, en tout cas sont prêts à venir avec un test négatif et donc non contagieux. Voilà, c'est ubuesque. On marche sur la tête et je dirais que on est vraiment dans une situation là en cette rentrée, ce début de nouvelle année qui est enfin là c'est du jamais vu, hein, la situation c'est du jamais vu. Donc l'hôpital est en train de craquer, oui, c'est clair. Jusqu'où ça ira, bon, on verra bien, mais c'est une situation qui est assez dramatique, hein, ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc un appel pour tous les collègues qui sont anciens soignants, qui sont maintenant tenus à l'écart en fait de leur métier par les directives gouvernementales, de prendre contact avec le collectif. Ah mais le collectif santé est ouvert à tous les professionnels de santé, hein. C'est une de ses particularités, c'est qu'il n'y a aucune organisation ni pyramidale, on travaille en horizontal, toutes professions confondues. Ambulancier. Absolument. D'accord. À partir du moment où il y a un contact avec le patient, la personne a toute sa place dans le collectif. Et donc, nous travaillons de façon totalement décloisonnée et, je dirais, en intelligence collective, c'est-à-dire que, justement, chacun apporte ses connaissances, son savoir, son expérience, et on se met autour d'une table et on travaille sur des dossiers un petit peu comme ça. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites. Par rapport à la... Alors, moi, j'ai deux questions. Par rapport à la corruption qu'on a vue, la corruption évidente des médecins de plateau, des conflits d'intérêts. La première des questions, c'est comment combattre, et on ne dit pas comment lutter, hein,
c'est pas la CGT, hein, comment combattre la corruption dans le monde médical. Donc déjà, dans le monde scientifico-médical, parce qu'on a vu avec le Lancet, on a vu avec plein de gens qui ont des conflits d'intérêts. Le Lancet, c'était une stripteaseuse, la nana, ou une escort girl, qui avait été mandatée pour sortir une étude contre l'hydroxy. Et justement, comme par hasard, ça a été utilisé par Véran pour voir comment combattre efficacement la corruption dans le monde de la santé, dans le monde de l'hôpital. Toi, c'est ta carrière, tu es chirurgien. Est-ce que vous avez déjà travaillé là-dessus? Et la deuxième question, là, on voit bien qu'il nous amène à la destruction du service public pour faire monter les cliniques privées derrière, etc. Est-ce que, et on est au syndicat Gilets jaunes, donc par rapport à ce qu'eux, ils ont poussé au niveau d'Amazon, est-ce que le concept de coopérative de salariés associés peut marcher, est envisageable, est profitable au bien commun du peuple, à la dignité de tous, à la justice, à l'égalité de traitement et d'accès aux soins? Est-ce que le concept de coopérative de salariés associés est applicable ou envisageable dans le monde hospitalier? Donc voilà, moi j'ai deux questions qui viennent des collègues. Je te les pose. Alors, c'est pas un piège, c'est non, simplement, non, ça vient de notre collectif. non, mais c'est des questions qui sont effectivement tout à fait importantes. Pour la première question, effectivement, on a travaillé sur la question des conflits d'intérêts en santé. Et donc les gens peuvent retrouver une vidéo qui est déjà publiée sur les liens que tu auras indiqués. Est-ce qu'il faut, par exemple, excuse-moi, Ouais. est-ce qu'il faut la transparence avec des Mais voilà. commissions citoyennes En fait, qui auditent le travail de non, toutes les c'est ça. instances technocratiques et que ça Ouais. soit en temps réel et avec des lives, même si les gars n'ont pas le niveau, bah, au moins ils témoignent de ce qui se passe dans ces alcôves du pouvoir qui ont trahi, qui continuent de trahir et qui, honnêtement, poussent des centaines et des centaines de collègues sur... les gars n'ont pas de soins. On a des collègues qui ne peuvent pas se faire soigner. Ils ont des tumeurs, ils ne peuvent pas se faire soigner. Donc, Ce que je dirais, c'est que évidemment, la chose la plus importante pour lutter contre les conflits d'intérêts, c'est la transparence. combattre, Mais excuse-moi. Combattre. la vraie transparence. Mais après, ça rejoint la question qu'on a évoquée sur la dette, c'est-à-dire que c'est avant tout une question de financement, c'est-à-dire que s'il y a autant de corruption dans le domaine de la santé, et ça, on vous le confirme, hein, et c'est su et c'est connu au plus haut niveau, c'est notamment à cause des modes de financement de notre système de santé. Et les modes de financement sont liés à la nature même de l'argent, sans aller trop loin. En fait, on pourrait aller jusqu'à proposer la sanctuarisation de certaines activités en société, comme le soin, la santé ou l'éducation, etc., et qu'il y ait une sanctuarisation faite sur le mode de financement. Et en allant un peu plus loin, ça irait jusqu'au mode de création de la monnaie, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien envisager des modes de création monétaire qui seraient dédiés, consacrés, et là, ça changerait complètement la face des choses et ça rendrait beaucoup plus compliqué ces enjeux de corruption en fait. Tu es en train de parler pas de monnaie locale, mais de monnaie professionnelle. Enfin, explique-nous là. Ben, disons que si on revenait à un mode de création monétaire qui serait beaucoup plus sain, on pourrait très bien consacrer une partie des ressources à certaines activités sanctuarisées, comme j'ai pris l'exemple de la santé, mais ça peut être l'enseignement évidemment, et d'autres activités utiles, indispensables pour le bien commun. Et à partir de là, si on y rajoute toute la transparence en termes de gestion, on en a fini la corruption, en fait. Parce qu'on peut refaire de la recherche, on peut refaire des prises en charge avec un circuit monétaire, une organisation financière et une transparence qui fait qu'il n'y a plus de place pour la corruption.
Donc là, et l'engraissement des banques privées. Bah, évidemment, mais là, elle serait mise carrément hors course, pour ne pas dire hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire. Tu as des mots très forts. Hors d'état de nuire. Là, on parle aussi, est-ce qu'il y a une place, parce qu'à un moment, il y a la purge. Après l'occupation, il y a la libération et puis la purge. On parle des tribunaux populaires aussi. Est-ce que... parce que tout le mal qu'ils font là pour s'engraisser, tous ces corrompus, à un moment, ça se paye. C'est... Voilà, on est sur le collectif, on est sur l'analyse et puis le fait d'essayer d'éclairer, d'apporter un nouvel éclairage en fait pour une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer. On n'est pas juge, je veux dire, chacun fera son travail en son âme et conscience, et s'il y a des fautes, s'il y a des responsables, eh bien, il se passera ce qui devra se passer. Voilà. Bon, c'est pas évidemment pas le rôle de notre collectif. Hein. Bien sûr, chacun son. Merci pour tout votre travail. On vous retrouve sur la chaîne Telegram, votre chaîne Telegram, sur votre page YouTube, votre page Facebook. C'est très gentil. Juste, tu m'avais posé une dernière question, alors je vais faire très court. Mais c'est pour dire que là, pour le coup, on n'a pas réfléchi à cette idée de coopérative, mais c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que, en fait, il faut que des professionnels de santé qui sont donc sur le terrain se mettent réellement à réfléchir à d'autres modes d'organisation de la santé, parce que là, on va vers une médecine 2.0, numérisée, déshumanisée, qui plaît pas du tout à un certain nombre de professionnels de santé et qui ne plaira pas du tout à la population le jour où on prendra conscience de là où on veut nous mener. Quand je dis on, c'est globalement quand même l'influence des GAFA notamment, ce ne sont pas les seuls, mais qui essayent de se réapproprier un peu le domaine de la santé à l'échelle mondiale. Hein. Donc c'est très important qu'on se mette, nous, sur le terrain, à réfléchir à des solutions autres, alternatives. Et donc là, on va garder effectivement cette idée de travail d'organisation par le biais des coopératives, parce que c'est une piste qui est sûrement très intéressante, mais qu'on n'a pas creusée. Voilà. Merci, citoyen chirurgien. Ton collectif sur lequel dont tu fais partie, le collectif des professionnels de santé pour le bien commun. Voilà, je suis l'un des membres, hein, et puis je parle en mon nom, mais tout le monde est bienvenu à partir du moment, évidemment, où le professionnel a envie justement de se poser des questions de fond, et puis de retrousser les manches, et puis de travailler pour le bien commun. Super, force et honneur les amis, on lâche rien. Allez. Mort à la dette, à bas l'usure. Aouh!